Salut, moi je m'appelle Monsieur Kamsu Motsebo William, enseignant de chimie. Donc pour tous vos problèmes de chimie, vous pouvez vous abonner sur la chaîne YouTube Les Professeurs Titulaires et réagir en commentaire. Pour tous vos soucis, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous servir. Je serai avec vous tout au long de l'année. Donc pour tous vos problèmes, abonnez-vous et nous allons réagir. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci. Merci, monsieur. Bon, aujourd'hui, après avoir vu les accords, nous allons aujourd'hui travailler sur l'oxydoréduction et plus précisément sur l'oxydoréduction en solution aqueuse. La séance dernière, nous avons parlé de des généralités sur l'oxydoréduction. Donc je vais vérifier quelques connaissances, si vous les avez déjà acquises, n'est-ce pas? Qui va me définir ce que c'est que l'oxydoréduction? Ce que c'est que l'oxydoréduction. Oui, madame. Tu ici. Une réaction d'oxydoréduction est une transformation pour laquelle le réducteur s'oxyde et l'oxydant se réduit. Il y a un terme qu'il faut absolument. Une réaction d'oxydoréduction, une transformation chimique au cours de laquelle il y a simultanément oxydation du réducteur et réduction de l'oxydant, n'est-ce pas? Une réaction d'oxydoréduction, c'est aussi une transformation chimique au cours de laquelle il y a un transfert d'électrons. Qui va me définir ce que c'est que l'oxydation? C'est quoi une oxydation? Parce qu'on ne peut pas parler de l'oxydoréduction sans comprendre la notion d'oxydation, la notion de réduction. Oui ou pas? L'oxydation est une transformation chimique au cours de laquelle une espèce chimique perd des électrons. Une espèce chimique perd des électrons. Oui. C'est une transformation chimique au cours de laquelle une espèce chimique perd des électrons. Et la réduction, c'est quoi? Oui. Oui, c'est une espèce chimique au cours de laquelle, c'est une réaction chimique au cours de laquelle il y a gain d'électrons, n'est-ce pas? C'est quoi donc l'oxydant? Oui. Un oxydant est une espèce chimique capable de capter les électrons. Espèce chimique capable de capter les électrons. Et le réducteur? C'est quoi le réducteur à débat? Le réducteur est une espèce chimique capable de céder les électrons. Oui, espèce chimique capable de céder les électrons. Aujourd'hui, nous allons voir, n'est-ce pas, la notion d'oxydoréduction. Oxydoréduction en solution aqueuse. Voilà. Oxydoréduction en solution aqueuse. C'est quoi une solution? Qui va me définir ce que c'est une solution? Parce qu'il faut venir de là. C'est quoi une solution? Oui, Mal. Une solution est le mélange d'un solvant et d'un solvant. Oui, mélange d'un solvant et du soluté, n'est-ce pas? Ce qui fait en sorte qu'on a des mélanges homogènes, des mélanges hétérogènes. Quand on parle de mélange homogène, ce sont des mélanges dont on ne peut pas distinguer les différents constituants du mélange. Et donc, ils forment une phase. Alors que les mélanges hétérogènes sont des mélanges dont on peut distinguer les différents constituants. Ils forment plusieurs phases, n'est-ce pas? Et le solvant ici, c'est l'espèce qui dissout. Le soluté, c'est l'espèce qui se dissout. Quand je prends par exemple une pincée de sel et que je l'introduis dans un verre d'eau,
Le sel ici est le soluté, parce que c'est lui qui se dissout, et l'eau ici est le solvant. Maintenant, c'est quoi une solution aqueuse? Parce qu'il faut comprendre les notions. Oxydoréduction, nous avons compris la notion d'oxydoréduction. Maintenant, nous avons compris la notion de solution. Il faut comprendre la notion aqueuse. C'est quoi une solution aqueuse? Oui ou pas? C'est une solution qui a pour solvant. Voilà, c'est une solution qui a pour solvant l'eau. Donc l'eau, ici, constitue le solvant. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par équilibrer certaines équations pour vous montrer, parce que quand nous avons vu les généralités, nous avons vu la notion d'oxydoréduction. L'oxydant se réduit et le réducteur s'oxyde. Donc, je vais, avant de prendre un cas pratique, donner quelques équations à équilibrer en solution aqueuse. Parce que pour comprendre la notion de solution aqueuse ou la notion d'oxydoréduction en solution aqueuse, il va falloir inéluctablement savoir écrire et équilibrer les équations en solution aqueuse. C'est compris? Donc je vais donner quelques exemples, notamment qui va me donner le permanganate de potassium. MnO4- bar Mn2+. Il faut équilibrer en solution aqueuse en expliquant les étapes. Je vais faire ceci et ensuite je vais donner un exemple pour voir si vous avez compris. Dans un premier cas, pour équilibrer ce type d'équation ou ce type d'équation justement, il faut premièrement faire la conservation des éléments. La conservation des éléments, c'est-à-dire MnO4- qui donne Mn2+, n'est-ce pas? Ça c'est l'ion. C'est quel ion ici? L'ion permanganate, n'est-ce pas? Ici c'est l'ion manganèse. Quelle est la couleur qui caractérise l'ion permanganate? Couleur violet, n'est-ce pas? Voilà. Justement, nous allons donc équilibrer cette équation. Ça, c'est la première étape, conservation de l'élément. C'est compris? Par la suite, nous allons apporter, parce que nous voyons qu'ici, il y a un seul atome de manganèse. Là, nous avons un seul atome de manganèse. Or, ici, nous avons 4 atomes d'oxygène. Il faut avoir 4 atomes d'oxygène ici. Quels sont les atomes? Quelle est la molécule qui apporte les atomes d'oxygène dans une solution aqueuse? C'est la molécule d'eau. Or, j'ai 4 atomes d'oxygène, n'est-ce pas? Il me faut avoir 4 molécules d'eau qui doivent apporter 4 atomes d'oxygène. Donc, plus 4 H2O. Or, cependant, les molécules d'eau n'apportent pas uniquement les atomes d'oxygène. Ils apportent aussi les atomes d'hydrogène, n'est-ce pas? Ils apportent aussi les atomes d'hydrogène. Il faut donc équilibrer, d'où la conservation de l'élément hydrogène. Ici, on a combien d'atomes d'hydrogène? 8 atomes d'hydrogène. Donc, j'apporte 8 H+. 8H+. N'est-ce pas? 8H+. Par la suite, après avoir équilibré l'élément hydrogène, il me faut maintenant équilibrer les charges. J'ai combien de charges positives là? 8 charges positives. N'est-ce pas? Plus une charge négative. Ça me donne combien? 7 charges positives. De ce côté réactif. Côté produit, j'ai combien? 2 charges positives. J'ai 2 charges positives, n'est-ce pas? Or, de ce côté, j'ai 7 charges positives. Pour donc compenser, il me faut ajouter combien de charges? 5 charges négatives.
C'est compris? 5 charges négatives. Or, nous sommes en solution aqueuse. Et en solution aqueuse, le proton H+ s'associe à la molécule d'eau parce que nous sommes en solution aqueuse, c'est que le solvant est l'eau pour nous donner H3O+. Il faut donc convertir les 8 H+C en H3O+, n'est-ce pas? Cependant, j'ai 8 H3O+. Il me faut donc apporter, si j'ai 8 H3H+, il me faut donc apporter 8 H2O de part et d'autre. Ce qui va me donner donc quoi? 8 H plus H2O. Et qui me donne à la fin 8 H3O+. Parce que H plus H2O me donne H3O+. Donc je dois apporter 8 H2O de part et d'autre de l'équation. Si j'apporte donc 8 H2O et 8 H2O ici, là ça me donne combien? 12. Parce que ça va faire 4 H2O plus 8 H2O. Donc ici j'aurai 12 et là je transforme mon H3O+, mon H+ en H3O+, n'est-ce pas? Voilà enfin l'équation équilibrée en solution aqueuse. Premièrement, on a fait la conservation de l'élément. Ensuite, on a fait la conservation de l'élément oxygène. Par la suite, on a fait la conservation de l'élément hydrogène. Ensuite, nous avons fait la conservation des charges. Et par la fin, nous avons, comme nous sommes en solution aqueuse, nous avons transformé la solvatation. Donc, nous avons fait la solvatation des ions H+, qui associé à la molécule d'eau donne H3O+. Est-ce que vous avez compris? Si vous avez compris, je vais donc donner un exemple et ensuite on va passer au cas pratique d'un exercice. N'est-ce pas? Je vais donc donner un exemple. Par exemple, le diplomate de rotation. Le diplomate de rotation avec l'ion chrome qui va aller au tableau pour équilibrer et expliquer étape par étape. Moufa, tu es intéressé? Vas-y donc. D'accord. Explique-nous ce que tu fais, Mouba. Explique-nous étape par étape. Je l'ai fait tout à l'heure, n'est-ce pas? Voilà. Donc, tu effaces et tu recommences. Conservation de l'élément. Ça veut dire que ça donne CR. CR2 plus 7, 2 moins. Pour donner CR3 plus. Est-ce que c'est la conservation de l'élément? Voilà, nous avons là combien de CR? Ici nous avons combien? Donc il faut équilibrer. Ensuite, nous avons combien d'atomes d'oxygène? 7 atomes d'oxygène. Étant donné que ce sont les molécules d'eau qui apportent les atomes d'oxygène en solution aqueuse, ça nous donne 7 H2O, n'est-ce pas? 7 H2O. Par la suite, les atomes d'oxygène n'apportent pas les molécules d'eau
n'apporte pas uniquement les atomes d'oxygène, mais aussi les atomes d'hydrogène. Donc, il faut encore équilibrer, c'est-à-dire apporter 14 protons H+, parce que 7 fois 2 me donne 14. Par la suite, il faut équilibrer les charges avant de faire la solvatation des protons H+. Équilibrer les charges. Voilà, 6 électrons, n'est-ce pas? Parce que là, j'ai combien? 14 charges positives, n'est-ce pas? Moins 2 charges négatives. Il reste 12 charges. Or, ici, j'ai combien de charges positives? 6 charges. Donc, pour compenser les 12 charges positives, ici, il me faut apporter 6 charges négatives. Voilà. Pour avoir 6 charges positives et 6 charges positives de l'autre côté. Maintenant, il faut faire la solvatation des ions, c'est-à-dire transformer les protons H+ en H3+. Voilà. Et l'équation est équilibrée. L'équation est équilibrée. J'espère que vous avez compris. Pour l'équation, pour l'équilibre des équations en solution aqueuse, voilà la méthode. Vous appliquez cette méthode dans tous les couples. Tous les couples. Que ce soit le dibromate, que ce soit le permanganate, que ce soit le thiosulfate, n'est-ce pas? Ou le tétrationnat, ou le dioxyde de soufre. Donc on va prendre un exercice en solution aqueuse sur ce chapitre. Donc on va prendre l'exercice 1. Je passe au tableau. À l'exercice 1, on dit on plonge dans 10 cm3 d'une solution. Quand on lit l'exercice, on décèle directement les données de l'exercice progressivement. On dit on plonge dans 10 cm3 d'une solution de sulfate de cuivre. CuSO4, ça c'est le sulfate de cuivre. On a donné son volume. C'est égal à combien? 10 cm3. N'est-ce pas? De concentration C. C de concentration égale à 0,5 mol par litre. N'est-ce pas? On demande, on plonge dans cette solution une lame d'aluminium. Une lame d'aluminium AL. N'est-ce pas? De masse égale à 22 grammes. On laisse la réaction se poursuivre jusqu'à la disparition complète de la proportion bleue. L'aluminium ici joue quel rôle? Oxydant ou réducteur? Réducteur, pourquoi? Pourquoi il joue le rôle de réducteur? Parce que l'aluminium ici est un métal, n'est-ce pas? Le sulfate de cuivre va jouer le rôle d'oxydant. Et nous avons vu que l'oxydant se réduit et le réducteur s'oxyde. Et en termes de potentiel standard, le potentiel standard de ce couple, c'est-à-dire C2 plus bar Cu, est supérieur au potentiel standard du couple Al3 plus bar Al. Et avec la règle de Gamma, nous avons vu que l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort pour donner l'oxydant le plus faible et le réducteur le plus faible. C'est compris? Voilà. Première question. On dit écrire les demi-équations électroniques
écrire les demi-équations électroniques et identifier qui est l'oxydant et le réducteur. Par la suite, en déduire l'équation bilan de la réaction. Qui va faire ça? Oui, Marc. Voilà, n'est-ce pas? Le métal, l'aluminium, étant le réducteur, subit une oxydation parce que le réducteur s'oxyde. Et comme il s'agit des demi-équations, c'est matérialisé par les demi-flèches, n'est-ce pas? Ça, c'est une équation d'oxydation, n'est-ce pas? Là, c'est une équation de réduction. Et la fin, là, c'est une équation d'oxydo-réduction. Vous voyez, pour équilibrer les électrons, elle était obligée de multiplier la première équation par 2 pour avoir 6 électrons ici. Et de multiplier la deuxième équation par 3 pour aussi avoir 6 électrons là, n'est-ce pas? Et équilibrer la réaction. L'oxydant, c'est bien évidemment l'ion C2+. Le réducteur, c'est le métal Al. Par la suite, on demande pourquoi, quelle est la raison de la disparition complète de la coloration bleue? La réaction se poursuit jusqu'à la disparition complète de la coloration bleue. Oui, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Pourquoi il y a la disparition complète de la coloration bleue? Oui, ou pas? Parce qu'il y a l'oxydation du métal. Parce qu'il y a l'oxydation du métal Al. Est-ce que la coloration bleue caractérise le métal Al? Oui, c'est plutôt la réduction de l'ion C2+. Voilà, parce qu'il y a parce que les ions C2+, la couleur qui caractérise les ions C2+, c'est la couleur bleue, n'est-ce pas? Et parce qu'il y a réduction des ions C2+, qui se transforment en métal Cu, alors il y a plus à la fin de la réaction la présence des ions Cu, C2+. C'est la raison pour laquelle il y a disparition complète de la couleur bleue caractérisant les ions Cu2+. Par la suite, à la question 3, on demande les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques, n'est-ce pas? Les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques parce que nous allons travailler avec cette équation. Les réactifs sont dans les proportions stoichiométriques et on demande
réactif est en défaut, on doit calculer ici les quantités de matière. On doit déterminer les quantités de matière, n'est-ce pas? Et pour déterminer les quantités de matière, on doit aussi associer, oui, on doit aussi associer les coefficients stoichiométriques. Pour l'instant, déterminons le réactif limitant, c'est-à-dire celui qui limite la réaction. Quand il finit dans le milieu réactionnel, la réaction s'arrête, n'est-ce pas? C'est-à-dire la quantité de matière qui est en défaut, qui est inférieure. Pour avoir la quantité de matière de AN, nous avons vu en classe de troisième que la quantité de matière est égale à la masse de AN sur la masse molaire de AN. C'est-à-dire, j'ai la masse molaire de AN. J'ai la masse de AN qu'on m'a donné dans l'exercice, c'est combien? 22 grammes. Divisé par sa masse molaire. Qui connaît la masse molaire de AN? C'est 27. Et lorsque vous faites 27 divisé par 22 divisé par 7, ça donne combien? 22 divisé par 7 par 27, ça donne combien? 0,81 mol. Ça, c'est la quantité de matière de AN. Maintenant, il faut calculer la quantité de matière de... Bon, on va prendre donc l'équation de bilan. On va laisser l'équation de bilan poursuivre. Parce que les devises équations vont plus nous servir. On laisse donc l'équation de bilan. Il faut calculer la quantité de matière de CU2+, n'est-ce pas? Quantité de matière de CU2+ est égale à quoi? Est égale à C fois V, c'est-à-dire à la concentration fois le volume. On nous a donné la concentration 0,5. Ça donne donc 0,5 divisé par fois 10 puissance. 10 fois 10 puissance moins 3 pour convertir en décimètres cubes, donc en litres. Ça fait donc 10 fois 10 puissance moins 3. Ça nous donne combien? Quand vous calculez, ça donne combien? 0,5 fois 10 fois 10 puissance moins 3. Donc ça fait donc 5 fois 10 puissance moins 3 mol. N'est-ce pas? Ça c'est la quantité de matière de CU2+. Pour donc connaître le réactif limitant, il faut donc associer les coefficients stoichiométriques. N'est-ce pas? Il faut associer les coefficients stoichiométriques. Ici, à partir de l'équation bilan de la réaction, je vois que la quantité de matière de AN, n'est-ce pas, sur 2 est égale à la quantité de matière de CU2+ sur 3. N'est-ce pas? Quantité de matière. Ce qui me donne donc quoi? Ce qui me donne donc 3 fois la quantité de matière de AN est égale à 2 fois la quantité de matière de CU2+. N'est-ce pas? Maintenant, entre 0,81 et 5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre, qui est le réactif limitant? Quelle est la quantité de matière qui est inférieure? CU2+. Donc CU2+ ici est le réactif limitant. Réactif limitant pourquoi? Parce que la quantité de matière de CU2+ est inférieure à la quantité de matière de AN. Ça veut dire que la quantité de matière ou la masse d'aluminium introduite dans la réaction n'a pas totalement réagi. Il y a une partie qui a réagi
une partie qui n'a pas réagi, n'est-ce pas? Donc, le réactif limitant ici, c'est CU2+. Par la suite, on dit quelle est la signification chimique de la disparition complète de la coloration bleue. On a dit c'est la disparition aussi de les ions CU2+. Parce que ces les ions CU2+, ici, c'est la couleur bleue qui caractérise les ions CU2+. La couleur bleue qui caractérise les ions CU2+. Par la suite, on nous demande en question 5, calculer la masse du métal obtenu à la fin de la réaction. Calculons la masse du métal. Le métal ici, dès le début, nous avons dit que le métal ici c'est Al. Et la masse du métal obtenue à la fin de la réaction. Nous venons de voir tout à l'heure qu'à la fin de la réaction, il reste encore une quantité de Al qui n'a pas réagi. Parce que le réactif limitant ici était le CU2+, c'est-à-dire le sulfate de cuivre, qui est le réactif limitant. On nous demande donc de calculer la masse du métal obtenu à la fin de la réaction. Pour donc calculer cela, on sait que quoi? Calculons la masse du métal obtenu à la fin de la réaction. À la fin de la réaction. Bon, pour donc calculer cette masse, qui essaie de quoi? Quantité de matière, n'est-ce pas, de Al est égale à la masse de Al sur la masse molaire de Al, n'est-ce pas? Or, nous savons aussi que la quantité de matière de CU2+ sera égale à quoi? À la masse de CU sur la masse molaire de CU. C'est ça? Qui est égal à quoi? CU ici est encore égal à CV. Qui est égal à la masse de CU sur la masse molaire de CU. Ça veut dire que je peux tirer la masse de CU formée, du métal formé, parce que nous avons dit que CU2+, qui est l'oxydant, c'est réduit pour donner CU. CU2+, qui est l'oxydant, c'est réduit pour donner CU. C'est compris? Ça nous donne donc à la fin, masse de CU est égale à C fois V multiplié par la masse molaire de CU. Et là, vous passez à l'application numérique et vous calculez la masse du métal formé par les ions CU+. Par les ions CU+. C'est compris? Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut. Voilà un cas pratique de l'oxydoréduction en solution aqueuse. Vous devez essentiellement connaître comment équilibrer les équations. Parce que tout va partir de l'équation. Vous allez utiliser l'équation pour calculer la masse, pour calculer les concentrations, pour calculer le volume. Est-ce que c'est compris? Est-ce qu'il y a des questions concernant cet exercice? Il n'y a pas de questions. Nous pas. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il n'y a pas de souci? Donc tout est clair, tout est propre, tout est limpide. Hein? Bon, si c'est bon, je pense qu'avec ce cas pratique,
étant donné que nous sommes en rupture de paix, avec ce cas pratique, nous allons mettre un terme à cette séance. Et je pense que désormais, il faut davantage préparer à la maison, exercer, travailler les exercices, et nous allons venir ici les corriger. Vous allez poser davantage de questions. Est-ce que c'est compris? Monsieur. Pour la prochaine séance, nous allons travailler sur les alcènes et les alcides. Les alcènes et les alcides, donc lisez bien le cours, travaillez les exercices. Les réseaux sociaux existent, donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et nous allons davantage répondre à vos questions et préoccupations. Pour que lorsque l'échéance arrivera, notamment votre examen, que vous soyez prêts à mettre le feu. Pas le feu des armes, non, mais avec le guide, vous allez écrire ce qui est vrai, vous allez écrire ce qui est réel. Et vous allez faire la correction de ces épreuves. Merci pour votre facilité et nous allons continuer la prochaine fois. Monsieur.